Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Israël exige l'évacuation des civils palestiniens du nord de Gaza en 24 heures, alors que le monde craint des tensions lors de manifestations en appui à la Palestine un peu partout sur le globe. Hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens dans les universités anglophones à partir d'aujourd'hui. Le célèbre astrophysicien Hubert Reeves s'éteint à 91 ans et un enseignant tué dans une attaque en couteau en France. Le pays passe en alerte urgence attentat. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, on continue à suivre ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Ce qui en a surpris plus d'un, c'est cet avertissement lancé par Israël très très tôt, du moins très tard hier, qui somme les gens qui habitent dans le nord de Gaza, donc de la bande de Gaza, qui est toujours pilonnée par l'aviation israélienne, de se déplacer en moins de 24 heures jusque dans le sud du pays. Un ultimatum, bien évidemment. C'est pas loin en distance, là. Ça peut être 20, 25, 30 kilomètres. Mais c'est juste, est-ce que tu as les installations, tu sais, déplacer des dizaines, des centaines de milliers de personnes, les nourrir, les loger, On estime que c'est pas même des centaines de milliers de personnes, on parle d'1,1 million de gens qui doivent être déplacés. Là, on est encore plus haut que ça, qui doivent trouver refuge, eau, nourriture, alors qu'il y a un blocus total d'Israël également qui empêche ces gens-là de se ravitailler. Ça paraît difficilement faisable. Oui, ça paraît difficilement faisable. D'ailleurs, un porte-parole là, de l'Organisation des Nations Unies a affirmé que c'était une opération presque impossible, irréalisable de déplacer 1,1 million de personnes en aussi peu de temps. Mais on sait bien qu'Israël veut pouvoir dire, quand ils vont frapper plus fort, qu'ils avaient averti là, exactement. De s'enlever de là. Exactement. Il y a des images d'ailleurs de tracts écrits en arabe qui sont lancés sur la bande de Gaza là, depuis les airs par drone, entre autres. Toutes sortes d'images comme ça qui démontrent qu'on a averti. L'évacuation semble être en train de se réaliser, mais en moins de 24 heures, ça semble extrêmement difficile à faire. Mais oui, vouloir se dédouaner, peut-être surtout qu'on a avancé du côté de l'armée israélienne aujourd'hui, qu'il y a des incursions au sol qui ont été menées dans les dernières 24 heures. On a donc fait des entrées et sorties au niveau du sol avec des soldats, mais pas un assaut frontal complet. Mais c'est quelque chose, là, une offensive complète au sol qui pourrait se poursuivre dans les prochains jours, Mario. Et qui dit offensive au sol, offensive dans un environnement urbain, c'est toujours excessivement difficile à faire. Mais c'est pour ça qu'ils bombardent autant, là, pour minimiser les pertes humaines dans l'armée israélienne de l'attaque au sol, de l'incursion au sol. Absolument, mais même dans une cité en ruine, c'est toujours extrêmement difficile comme champ de bataille. Je sais pas si tu te souviens, Mario, il y a de cela au-dessus d'un an maintenant, lors de l'invasion russe en Ukraine, je m'étais entretenu avec un lieutenant-colonel de l'armée canadienne qui s'appelle Jason Guerrero, qui est entre autres historien des conflits urbains et qui se spécialise dans les conflits en ville. Je suis retourné visiter un tout petit peu ce qu'il m'avait dit. Là. Bien évidemment on s'entend sur le même champ de bataille, mais ce qu'il m'avait dit, entre autres, sur ce que ça coûte en termes d'énergie, de temps, de ressources, même humaines, dans un conflit en gestion urbaine. On écoute un peu ce qu'il me disait à l'époque. So 4 times the amount of ammunition, usually 2.5 to 3 times the amount of water and rations. Urban operations is very hungry and thirsty work. 2 à 3 fois. Ouais, le nombre d'hommes est 4 fois le nombre de munitions. Là. Donc, ouais. C'est disproportionné ce que ça prend comme énergie. Disproportionné. Puis il m'a également parlé de ce que ça coûtait en vie humaine, là, s'attaquer à un endroit comme celui-là. Urban operations takes 3 to 6 times the amount of casualties because the fight is so close. The enemy is literally in the room next door or maybe across the street, and because you're using so much ammunition and there's so much collateral damage, 3 to 6 times the amount of medical casualties are created. 3 à 6 fois plus de morts, de décès, là, donc qui surviennent en environnement urbain. C'est extrêmement difficile de progresser. Là. On peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait beaucoup de précautions et de prudence du côté d'Israël en entrant pour leur propre vie, bien évidemment, mais surtout à une attaque très forte, là, alors qu'on va avoir, du moins, averti les civils de se déplacer de cet endroit-là. Tout ça également se déroule dans un contexte où d'autres victimes collatérales du conflit sont faites, alors qu'on est au-dessus du millier de morts d'un côté comme de l'autre, surtout les civils. Un journaliste vidéo de Reuters qui a été tué également aujourd'hui dans le sud du Liban à la suite d'un échange de tirs là, à la frontière israélo-libanaise, là, Issam Abdallah, qui était donc pour Reuters, qui est décédé. Et tout ça, bien évidemment, se déroule à un moment où aujourd'hui,
il y a eu un appel qui a été fait là, du côté d'un ancien du Hamas, du groupe terroriste le Hamas, qui a parlé de vouloir faire une journée là, de la terreur là, aujourd'hui un peu partout dans le monde, ce qui coïncide avec plusieurs interventions, donc manifestations un peu partout dans le monde là, qui vont se montrer parfois en soutien à la Palestine. Il y en a eu en commençant d'immenses manifestations dans le monde arabe, au Yémen, en Jordanie, dans plusieurs pays dans le monde arabe, mais il y en a eu aussi en Europe, puis là, ben, ça s'en vient dans les prochaines heures chez nous. Absolument, puis c'est ce qui devient compliqué, bien évidemment, quand on a à gérer du côté policier, tout comme des autorités, des manifestations du genre. Parce qu'il y a des gens qui vont venir manifester en soutien aux gens à Gaza, en soutien aux Palestiniens, aux civils palestiniens, mais ça peut vite devenir un soutien au Hamas, qui lui est un groupe terroriste qui vient de causer mort et destruction chez les civils en Israël. Puis c'est exactement ce qu'on veut éviter. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, la police de Montréal, mais également la police provinciale du côté de la Sûreté du Québec se tiennent sur le pied d'alerte au cas où ces manifestations-là déborderaient. Une doit débuter sous peu dans le centre-ville de Montréal. On dit que ça devrait bien se passer puis rester pacifique, mais quand même, avec cet appel du djihad par l'ancien dirigeant du Hamas, il y a des craintes qui se font un peu partout dans le monde, Mario. Donc, c'est un conflit qui crée tension, oui, sur le terrain là-bas, mais encore une fois, un peu partout dans le monde. De retour en politique québécoise maintenant, c'est fini. Le Québec va arrêter de subventionner les études des Canadiens anglophones qui viennent ici chercher un diplôme. On parle bien sûr de diplôme là, de baccalauréat ou de maîtrise professionnelle, par exemple comme un MBA. Et avant, ça coûtait là, ici au Québec, pour eux, comme pour un peu tout le monde, 8 992 $. Et ça va passer à 17 000 $ les frais de scolarité à partir de l'an prochain. Donc, pour ceux qui vont décider de s'inscrire à l'université ou à ces maîtrises là. Et donc, on veut éviter, entre autres, mais que des étudiants anglophones viennent étudier ici, là, d'ailleurs dans le Québec, dans le Canada, dans nos universités anglophones et viennent ainsi contribuer, bien évidemment, au progrès de l'anglais au profit du français. Le frais de scolarité des étudiants étrangers, maintenant également, qui vont être augmentés, mais qui vont surtout venir aider à financer les universités francophones. Ça faisait longtemps déjà que c'était dans la marmite, ça, Mario, du côté du gouvernement Legault, mais là, on a décidé d'y aller pour de bon. Ouais, mais ça faisait un bout de temps, d'ailleurs, que le constat était fait. Je suis même pas sûr que ce soit complet, là, ce qu'on annonce aujourd'hui. Bon, on met de côté là, tout ce qui est doctorat, tout ce qui est des études supérieures. C'est moins d'étudiants, puis c'est un autre niveau, on va dire, de recherche avancée. Mais au baccalauréat, sincèrement, il n'y avait plus de raison pourquoi D'abord, les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu'ailleurs. Donc, c'est sûr, pour un étudiant ontarien, venir étudier à McGill, c'est merveilleux. En plus, c'est une université qui a une bonne réputation, même à Concordia. Pour ces universités-là, pour McGill, Concordia, c'était extraordinaire. Mais ce matin, à LCN, la ministre me rappelait les chiffres. Moi-même, je pense, on dirait qu'on les oublie. C'est les 2/3 de l'argent qui provient d'étudiants étrangers au Québec et dans les universités anglophones. Les 2/3. Oui, c'est intense. On est censé avoir une minorité anglophone au Québec qui représente à peu près 10% de la population. Puis là, tout à coup, les 2/3 des revenus, les 2/3 des étudiants, des revenus d'étudiants étrangers sont dans les universités anglophones. Alors, c'était... Puis il y a toutes sortes de raisons. Bon, certains vont dire que c'est la réputation de McGill, ça attire beaucoup. D'autres vont dire, le bassin est plus grand, t'as tous les États-Unis, tout le Canada anglais. Les francophones, ils viennent soit de la France, de la Belgique, de la Suisse ou de l'Afrique, mais le bassin est plus loin et moins grand. Il y a aussi le gouvernement fédéral qui a été accusé d'être plus vite, efficace à donner des visas à des étudiants qui viennent étudier en anglais qu'à des étudiants francophones. Alors, il y a toutes sortes de conditions qui peuvent expliquer ça, mais c'était néanmoins inacceptable. Puis dans le cas, par exemple, un Ontarien vient faire sa psycho à McGill puis retourne pratiquer en Ontario. Pourquoi les contribuables québécois auraient financé chacune de ces années scolaires, mettons ces 3 ou 4 années scolaires à coût de dizaines de milliers de dollars par année en subvention, parce que l'étudiant ne paye pas, paye en frais de scolarité une petite tranche, une petite proportion des coûts, là. Oui, les contribuables québécois paient là, à peu près 200 millions de dollars par année pour financer, entre autres, le parcours scolaire d'étudiants au Canada anglais et d'étudiants à l'étranger qui viennent dans des universités anglophones uniquement. Ce qui fait que, bien évidemment, c'est un prix qui est assez fort à payer si jamais, évidemment, on veut venir étudier ici pour les contribuables québécois. Ça fait partie vraiment là, de cette liste donc, de raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a décidé de couper les vivres de ce côté-là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
C'est officiel, le Parti libéral du Québec va avoir un nouveau chef au printemps 2025. C'est ce qui a été déclaré là, en marge donc là, de toutes ces tergiversations autour de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, printemps 2025, pas avant. Scénario là, qui avait été évoqué un peu partout. Beaucoup de gens au sein du Parti libéral qui étaient questionnés, qui, eux, voulaient cette date-là. Il y avait seulement Frédéric Beauchemin, en fait, le député de Marguerite Bourgeois, qui, lui, se montrait intéressé à avoir une course plus rapide pour la chefferie. Mais je le comprends parce que lui, il est le seul qui serait prêt à partir maintenant. Oui, le problème, c'est qu'il a été exclu du caucus. Puis là, tu veux pas avoir une course d'1 an et demi, mais là, il est exclu du caucus. Mais il va être au Conseil général, semble-t-il, quand même en fin de semaine. C'est déjà, si tu veux mon avis, ça, un petit peu bizarre. Parce que normalement, dans le Conseil général, c'est pas un congrès des membres ouvert à tous. C'est pas un conseil, un congrès ouvert à tous. Donc, le conseil inclut les présidents d'associations de comté, toutes sortes de fonctions, mais inclut les députés. Mais lui, il est plus un député libéral comme tel. Là. Il est un député indépendant. Il était... Ouais, ça devient plus touché. Mais il est encore membre du Parti libéral, puis lui, il veut être chef et qu'il veut assister. Mais ça va être... Juste sa présence va être un questionnement. Pour le reste, moi, je pense que la stratégie libérale est assez simple. Ils se disent que la CAQ est en deuxième mandat. Plus tu avances dans le deuxième mandat, plus c'est difficile. Et ils se disent que si la CAQ se met à baisser d'un sondage, ça risque d'attirer de meilleurs candidats qui vont voir, on va peut-être pas se faire lessiver. On a peut-être une chance de gagner. On a peut-être une chance de gagner des sièges, de remonter le Parti libéral. Et donc, cet espoir, cette chance de gagner pourrait relancer l'intérêt de certains candidats. C'est un pari parce qu'en même temps, si t'as pas cet effet-là, ton candidat, quel qu'il soit, va avoir moins de temps pour se préparer. Rendu au printemps 2025, l'élection est en 2026. Là, le temps de préparation s'en trouve restreint. Mais on va aussi surveiller en fin de semaine au Conseil général libéral. Est-ce qu'ils vont bien accueillir l'espèce de constat sur le parti, puis les nouvelles orientations? Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que c'est vraiment un nouveau départ pour le parti? On entend des signaux contradictoires là-dessus. Il semble qu'il y a des libéraux qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui sont déçus, qui s'attendaient à plus. L'éminent astrophysicien vulgarisateur scientifique québécois Hubert Reeves est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. C'est son fils Benoît Reeves, dans une publication Facebook, qui l'a annoncé au monde plus tôt aujourd'hui. Il est né évidemment à Montréal en 1932, M. Reeves, qui a fait une carrière comme chercheur en astrophysique à l'Université de Montréal, enseigné à l'Université de Montréal, mais c'est vraiment là, à partir des années 70 qu'on l'a connu comme vulgarisateur scientifique. Un rôle qui existait beaucoup, là, déjà aux États-Unis, ailleurs dans le Canada anglais, oui, mais qui venait combler quelque chose là, qu'on n'avait pas vu ici, entre autres au Québec, de grande vulgarisation scientifique, entre autres en environnement également, là, du côté de M. Reeves. Participé beaucoup à des émissions en France, puis il a mérité même la Légion d'honneur, grand officier de la Légion d'honneur en France. Il est reconnu mondialement. Il a été conseiller même des années 60. Au début de la NASA, il a été conseiller pour la NASA. Oui, vraiment une carrière remplie, remplie. Remplie des ouvrages, des conférences qu'il a données. Puis aujourd'hui, c'est des éloges là, de partout dans le monde, là, vraiment, que c'est venu là, pour honorer Hubert Reeves. Mais moi, c'est comme s'il est devenu, en vieillissant... Mais c'est pas rare, c'est pas le seul scientifique qui est passé par ce chemin-là, mais plus une espèce de sage, penseur, philosophe que, on va dire, dans le micro-détail d'une science ou de l'astrophysique. Il l'a fait ça, dans les premières décennies de sa carrière, mais, je veux dire, passé un certain âge, il est devenu beaucoup plus un vulgarisateur, mais plus que ça, là, une espèce de sage, un penseur là, de la société et de la vie. Je pense que c'est un bon terme, sage. On utilise moins ça maintenant. Très, très, très respecté, là, vraiment, très... Vraiment, puis il va être survécu, bien évidemment, oui, par sa famille, mais par un astéroïde aussi, qui a été nommé à son honneur en 1999 par l'Union astronomique internationale. Donc l'astéroïde Hubert Reeves, qui va continuer, lui, son chemin dans l'espace. Tout savoir en 24 minutes. C'est aujourd'hui que se déroulaient les représentations sur la peine dans le dossier de Mario Roy. Mario Roy, qui est un de ces complotistes bien connus ici au Québec pour avoir été là, l'ancien leader du groupe complotiste des Farfadas. Si le nom vous évoque quelque chose, c'est parce qu'ils ont été extrêmement actifs dans tout ce qui a été manifestation anti-masques, anti-mesures sanitaires, anti-vaccins ici au Québec et qui ont décidé d'aller bloquer le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en mars 2021. Et c'est toujours pour ça qu'il est accusé, donc
qu'on cherche à faire valoir quelle va être sa peine, parce qu'il est évidemment reconnu coupable maintenant de méfaits dans cette histoire-là pour avoir bloqué le pont. Et qui est venu le représenter, Mario, aujourd'hui? C'est la nouvelle du jour. Il a fait venir un témoin expert, comme on s'est permis lors de procès. C'est le très coloré psychiatre, le docteur Mailloux, Pierre Mailloux, qui est venu le représenter aujourd'hui pour prendre sa défense et tenter de convaincre le juge d'alléger sa peine. Il est venu témoigner tout en précisant... Mais qu'est-ce qu'un psychiatre? Parce que ça veut dire que tu fais une défense psychiatrique ou c'est quoi? Oui, parce que lui est venu pour essayer de faire réduire sa peine en disant que Mario Roy a déjà fait une tentative de suicide dans sa cellule dans le passé, quand il avait été emprisonné 121 jours seulement, qu'une scoliose en tant que telle et depuis l'âge de 17 ans et que la prison pourrait endommager son état physique. Il est venu parler de tout ça tout en expliquant candidement quand même au juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec qu'il a été radié à 7 reprises de son ordre, quand même. C'est mention qu'il faut faire lorsqu'on arrive comme témoin. Avec l'ordre, il y a avec le Collège des médecins, il y a un parcours rouleux. Oui, et là, Mario Roy, donc, on n'a pas la conclusion pour maintenant. C'est un procès qui va être amené là, à se poursuivre. Mais comme il a été reconnu... Mais la scoliose, là, c'est pas de la psychiatrie, ça? Non, mais c'est que son état physique se détériore et donc son état mental pourrait être affecté pour être également. Psychiatre, il est médecin, là. Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'on est venu expliquer. Quand même, un témoignage qui a duré 40 minutes aujourd'hui en disant donc qu'il faut lui éviter la prison autant que possible. Je rappelle quand même qu'il a écopé, là, comme ses acolytes Steve Charland et Carole Tardy, donc du mouvement des Farfadas, les peines de méfaits et complot, entre autres, là, pour Steve Charland et Madame Tardy. Pour l'instant, le groupe des Farfadas est devenu inactif, Mario, du moins sur papier. On ne le voit plus vraiment là, un peu partout au Québec. Toujours dans le milieu du complotisme, Germain Lemay, cet homme qui a menacé les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault sur TikTok avant de voir le groupe tactique d'intervention du Québec débarquer à sa porte et être tiré dans le bras, a été jugé aujourd'hui pour demeurer détenu pour la suite de ses procédures judiciaires, donc sur son enquête de remise en liberté. C'est lui également, bien sûr, à Hampstead, donc qui s'était fait tirer, bien sûr, mais qui également, avec sa conjointe, faisait depuis longtemps beaucoup de bruit autour des complots, d'accusations de pédophilie au sein des gouvernements. C'est lui d'ailleurs dont la conjointe, déjà par la passée, était accusée là, de crimes pédophiles. Donc lui, il va plaidé coupable, en fait. Ouais, qui a plaidé coupable, donc est accusé, plaidé coupable à des crimes donc de perversion d'enfants, entre autres, et donc de corruption de mineurs, pardonnez-moi. Et là, lui, Lemay fait face à 7 chefs d'accusation, 4 de menaces, entre autres, braquage d'armes à feu, entreposage illégal d'armes à feu, port d'armes sur un dessin dangereux depuis le 27 septembre dernier où il a été arrêté. Mais pour les motifs de la décision du juge dans cette histoire-là pour le garder là, en prison, le temps que son enquête se poursuive, il est frappé d'une ordonnance de non-publication. Ah ouais? Oui, on peut essayer de deviner, évidemment, là, quels sont les motifs, étant donné, entre autres, l'agressivité, son profil, son évaluation de dangerosité. On n'a pas rendu public les raisons de la décision de le garder incarcéré. Quand même, Mario, ça peut amener la puce à l'oreille sur différents motifs. Oui, mais quand même, c'est spécial un peu. Spécial un peu. Pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais c'est entre autres de ce qu'on dit là, son agressivité puis son profil. Je vous avais déjà fait jouer ici à Cube Radio, entre autres, un extrait où on l'entend le hurler vraiment qu'il faut faire quelque chose. Non, c'est un niveau d'agressivité impressionnant et inquiétant, là. Économie. Alors qu'on s'émerveille de plus en plus du potentiel de l'intelligence artificielle, particulièrement avec les logiciels génératifs comme ChatGPT, le plus célèbre, mais il y a un autre problème sous-jacent, pardonnez-moi, mon Dieu, qui s'en vient se joindre aux autres. Ça tire du jus. Ça tire du jus. C'est vraiment le terme qu'il faut utiliser là-dedans. C'est entre autres Alex de Vries, qui est un doctorant à la School of Business and Economics à la VU d'Amsterdam, qui lui a réalisé une étude pour calculer à peu près si on continue là, de généraliser l'utilisation des ChatGPT de ce monde, combien d'électricité est-ce que ça va prendre? Et dans un de ces scénarios, là, il parle de 29,3 TWh par année. Simplement, par exemple, si Google décide de déployer à grande échelle sur tous ses appareils un logiciel d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est à peu près autant que l'Irlande consomme sur une année, Mario, là.
C'est autant de consommation d'électricité qu'un pays au complet. Les serveurs, les ordinateurs, le travail de processer l'intelligence artificielle, c'est ça qui... Ça demande, c'est ça dope la demande des serveurs, entre autres, qui existent là, pour héberger tout ça. Puis ça amène, bien évidemment, des inquiétudes sur l'impact environnemental de la technologie. Dans les dernières années, on s'est rendu compte que les serveurs, ça génère aussi des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs problèmes qui viennent avec l'utilisation comme ça qu'on en fait, et ça va vite devenir une préoccupation majeure. Il y a évidemment des circonstances atténuantes, par exemple d'utiliser de l'énergie propre, comme on en a au Québec, pour être capable d'alimenter. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour l'économie d'énergie. Je suis sûr que ça va être le cas, là, pour faire que, tu sais, l'intelligence artificielle va gérer ta maison, va fermer tes lumières, ton chauffeur, va tout gérer ça. De l'optimisation de procédés, oui. Fait que l'intelligence artificielle va libérer elle-même l'électricité qui est nécessaire pour opérer. Peut-être. Je suis optimiste, hein? Ben voilà, Mario. Parlant d'optimisme, nouvelle de dernière heure, la ministre de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, sur Twitter, vient d'annoncer que M. Legault avait dit qu'une entente sur l'habitation, il voulait ça avant vendredi. Oui. Vendredi, 16h40. Ça vient de tomber. Nous avons une entente. Oui, très heureuse d'avoir conclu pour le Québec une entente avec le ministre Sean Fraser, ministre fédéral de l'Habitation, quant à l'attribution des sommes provenant du FACL. Bon, évidemment, les annonces vont être faites la semaine prochaine, probablement, les détails, les montants. Mais c'était 900 millions, là, le montant. Oui. Puis Québec, probablement que dans l'entente, Québec va remettre ça. On va chercher le 900 millions du fédéral. Québec va mettre son 900 millions. Alors, ça pourrait signifier 1,8 milliard là, disponible pour aider l'habitation au Québec. Le Monde. Ce matin, un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et blessé grièvement 2 personnes dans un lycée à Arras, dans le nord de la France. Des vidéos de l'attaque qui se sont mises à être repartagées en masse sur les réseaux sociaux, alors qu'on voit un homme qui clairement semble armé, pantalon noir, veste grise, qui se bat avec des adultes dans la cour d'école, là, vraiment du lycée, filmé par des jeunes. Mais lui est armé d'un couteau. Lui est armé d'un couteau. On voit même un des autres hommes qu'on comprend être un enseignant ou un membre du personnel avec une chaise. Ouais, il y en a un qui se défend avec une chaise. Qui essaie de se défendre, mais finalement, c'est un de ces hommes-là qui a perdu la vie, là, grièvement poignardé par l'homme. On dit que c'est un homme qui est interpellé, âgé de 20 ans, d'origine tchétchène. Son jeune frère de 17 ans, lui aussi, été interpellé par les forces de police, alors qu'on a là, ouvert une enquête du côté du parquet national antiterroriste. Évidemment, c'est une attaque qui survient dans un contexte où il y a beaucoup de tensions. On en a parlé plus tôt avec les événements qui se passent en Israël, entre l'Israël et la Palestine. Et donc, ça fait craindre qu'il y ait des débordements de violence un peu partout. Mais en fait, la France s'est même mis en alerte... C'est exact. Ce qu'on appelle l'alerte urgence attentat suite à l'attaque au couteau d'Arras, là, qui est un niveau qui peut être mis en place à la suite d'un attentat aussi. Il y a un groupe terroriste identifié, non localisé, qui entre en action. C'est la première ministre du pays, Elisabeth Borne, qui a décidé de rehausser donc cette posture-là aujourd'hui suite à l'attentat. Donc, en France, on reste sur le pied d'alerte, surtout que les manifestations, le pro-Palestine, ont commencé et ont libre cours un peu partout en France. Une autre nouvelle, Mario, qui nous parvient des États-Unis. Jim Jordan, le représentant Jim Jordan, républicain, a été désigné comme candidat au poste de président, alors qu'on est toujours dans l'espoir, du moins après plusieurs jours de tergiversation, d'enfin trouver une entente là, pour éviter l'impasse aux États-Unis. Le leader de la majorité républicaine, mais ça, Jim Jordan, c'est le candidat de Trump. Là. Oui, c'est un des candidats de Trump, effectivement. Et là, le représentant de l'Ohio, puis oui. Trump trouvait que c'était bon d'avoir quelqu'un de l'Ohio, c'est un État qu'on veut gagner aux élections. Puis... Oui, puis il fait partie de l'aile ultra-conservatrice, vraiment, là, du Parti républicain. Mais là, il faut quand même qu'il y ait le vote de l'entièreté de la Chambre des représentants. Là. C'est pas joué encore. C'est rien qui est acquis du tout. Là. Il a remporté seulement le vote à bulletin secret contre Austin Scott, qui lui aussi est dans l'aile conservatrice. Donc on était un peu dans le pareil au terme des positions. Mais là, va devoir se rendre jusqu'au prochain vote. Est-ce qu'on va finir par voter pour lui du côté des républicains? Disons que leur marge de manœuvre est pas énorme, que ça prendrait même, on le dit, si la cause se continue, peut-être un soutien démocrate même pour parvenir à le faire gagner. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.